Il y a des images que l'on ne choisit pas de garder, elles s'installent. La nuit, surtout. Dans cet espace entre le sommeil et l'éveil où l'on ne peut plus mentir à soi-même. Où le visage de celui qui vous a trahi revient, net, précis, sans trembler. Comme une photographie que l'on n'a jamais demandé à développer, et qui pourtant est là, posée sur la table de nuit, chaque matin depuis 3 ans. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous verriez si vous vous permettiez de regarder vraiment? Là où les autres ferment les yeux, si vous enleviez ce filtre confortable que l'on appelle confiance, et que vous regardiez les choses telles qu'elles sont, sans cette politesse douce qui rend la vie. Je l'ai fait pas par courage. Par accident. Je m'appelle Bernard. Bernard Aubert. J'ai 62 ans. Géomètre expert de profession. Habitant de Périgueux depuis 40 ans. Père de 2 enfants adultes. Mari depuis 36 ans. Un homme ordinaire, en somme, du genre que l'on croise au marché le dimanche matin, que l'on salue d'un hochement de tête, dont on se dit il a l'air bien, celui-là, avant de passer à autre chose, et depuis maintenant 3 ans, je porte quelque chose que je n'avais jamais partagé avec personne, pas avec Josette, ma femme, qui savait bien sûr, mais qui ne savait pas tout, pas avec mes enfants, que je voulais protéger de la laideur de cette histoire, pas avec mes collègues, parce que le milieu professionnel de province est petit, et que les mots ont des ailes qui les emmènent loin plus vite qu'on ne le souhaite, jusqu'à ce soir. Ce que je vais vous raconter s'est passé dans une ville que vous connaissez peut-être. Une ville de province tranquille, avec ses marchés le dimanche matin, ses platanes centenaires sur la place de la Clotre, ses façades de pierre couleur miel qui semblent dormir sous la lumière de l'été. Périgueux. La cité des Vaisonnes. Une ville qui sent la truffe en décembre et le pastis en juillet. Une ville où tout le monde se connaît, où les secrets circulent à voix basse, mais circulent quand même. Et où les apparences sont soignées avec une précision presque militaire. Mais cette ville, comme beaucoup de villes que l'on croit connaître parce qu'on y a vécu 40 ans, avait une autre vie. Une vie parallèle. Une vie qui n'est commencée qu'après minuit. Quand les volets étaient tirés, quand les restaurants savaient fermer, quand les braves gens dormaient dans leurs draps propres et leur conscience tranquille, et moi, par une erreur que je n'aurais jamais dû commettre. Ou peut-être par une destinée que je ne comprendrai que bien plus tard, quand j'aurai eu le temps de tout assembler, j'en ai été le témoin involontaire, le spectateur que personne n'avait invité. L'homme qui est arrivé trop tôt, ou peut-être juste à temps ce que j'ai vu cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Pas parce que c'était spectaculaire, il n'y avait pas de violence, pas de sang, pas de cris, ce que j'ai vu était pire que tout ça, parce que c'était silencieux. Parce que c'était calculé, parce que ceux qui étaient assis autour de cette table à minuit passé, dans la lumière froide du néon de notre cabinet, l'avaient planifié depuis des mois. Et parce que l'un de ces hommes, était la personne en qui j'avais la plus grande confiance de ma vie professionnelle. Restez avec moi, je vais vous raconter cette histoire dans l'ordre. Non pas pour faire du spectacle, non pas pour me plaindre. J'ai dépassé ce stade depuis longtemps, mais parce que cette histoire a quelque chose d'universel. Parce que ce que j'ai vécu vous l'avez peut-être vécu aussi, sous une autre forme. Parce que la trahison, la vraie trahison, celle qui vient de près, celle qui porte le visage de quelqu'un que vous aimez, est une expérience que beaucoup d'entre vous connaissent dans leur chair. Et parce que la fin de cette histoire, la fin que je vais vous raconter ce soir, contient quelque chose que je veux que vous gardiez. Quelque chose que j'aurais voulu que quelqu'un me dise, moi, il y a 3 ans, quand je rentrais à pied dans la nuit froide de novembre, les mains qui tremblaient, le cœur qui ne savait plus comment battre normalement, ce que je vais vous dire maintenant, ça ne m'a jamais laissé en paix, pas dans le mauvais sens, dans le sens d'une vérité qui vous habite. Alors voilà, laissez-moi vous emmener à Périgueux. Un jeudi soir de novembre, il était minuit moins le quart, et je n'aurais jamais dû sortir de chez moi. LDEUXCUEMEPARTIEMAFIED et la cessez-moi vous parler d'abord de qui j'étais avant cette nuit, avant que tout bascule. Avant que je comprenne que la personne que je croyais connaître le mieux après Josette était en réalité un être errant parfait. Pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre ce que j'avais construit. J'avais 60 ans à l'époque des faits. Géomètre expert depuis 32 ans à Périgueux, dans le Périgord. Une vie honorable, construite pierre par pierre, comme les maisons que j'arpentais, comme les parcelles que je délimitais au cordeau dans la lumière du matin. J'aimais mon métier d'un amour tranquille et solide, le genre d'amour qui ne crie pas mais qui dure. Le géomètre, c'est l'homme qui trace les frontières. Qui dit où commence votre terrain et où finit celui de votre voisin. Qui met de l'ordre dans l'espace. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant là-dedans, quand on y pense. Dans un monde où tout est flou, où les promesses s'évaporent et où les paroles ne valent plus grand-chose, le géomètre pose des bornes. Des choses concrètes. Des choses qui restent. Je me levais à 6h30 chaque matin. Passe parce qu'il le fallait, j'aurais pu commencer à 9h si je l'avais voulu. Mais j'aimais ces 2h du matin qui m'appartenaient entièrement. Avant que le téléphone sonne. Avant que le dossier s'empile sur le bureau. Avant que le monde commence à réclamer des morceaux de moi, Jeff faisait chauffer l'eau du café sur la vieille gazinière émaillée.
Une rosière des années 90 que ma femme Josette voulait changer depuis 10 ans, et que je refusais obstinément de remplacer. Non pas par avarice. Non pas par attachement fétichiste aux vieux objets. Mais parce que cette gazinière avait l'odeur de notre maison. L'odeur de notre vie. Ces petites taches de sauce tomate sur le côté gauche, là où Josette faisait bouillir son coulis chaque automne. Ce bouton dès la plaque du milieu qui était un peu raide et qui demandait qu'on y mette un peu de force, une minuscule résistance que je connaissais si bien que je ne la percevais plus comme une imperfection, mais comme une signature. Josette, 36 ans de mariage. Je dis ça et j'entends parfois, dans l'œil de ceux à qui je le confie, une espèce de respect mêlé d'incrédulité, comme si 36 ans avec la même personne était une sorte d'exploit sportif. Ce n'est pas un exploit, c'est un choix renouvelé chaque matin, silencieusement, sans cérémonie. Le choix de regarder le même visage en face et de trouver que ce visage est encore, après tout ce temps, le plus beau que vous connaissez. Josette était institutrice. À la retraite depuis 4 ans. Elle passait ses matinées dans son jardin, des tomates, des courgettes, des dahlias qu'elle soignait avec une obstination douce, et ses après-midi à lire ou à voir ses amis autour d'une tasse de thé. Elle n'était pas du genre à se plaindre. Elle portait les choses avec une forme de stoïcisme discret qui était, j'en suis convaincu, la chose la plus solide que j'ai jamais connue chez un être humain. Nous avions 2 enfants adultes. Mathilde, 32 ans, ingénieur agronome à Bordeaux. Mariée à Florent, un architecte que j'aimais bien, un homme sérieux attentif, qui savait écouter. Ils avaient une petite fille, Lucie, notre première petite fille, née l'année précédente. Je garde encore dans ma tête l'image du premier jour où je l'ai tenue dans mes bras. Ce poids étrange et miraculeux d'une être qui vient d'arriver dans le monde. Ces doigts minuscules qui s'agrippent aux vôtres. C'est dans ces moments-là que l'on comprend ce que l'on défend vraiment, c'est pourquoi l'on 20 ans, chef de chantier à Bergerac, moins bavard que sa sœur. Mais loyal d'une façon que j'admire, il avait ce tempérament des gens qui ne disent pas beaucoup mais qui sont là, physiquement, quand ça compte. Quand tout s'est effondré, c'est Rémi qui est venu le premier. Pas pour discuter, pas pour consoler avec des mots. Il est arrivé un samedi matin, il a serré la main, il a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et ce nous m'a tenu chaud longtemps, nous n'étions pas riches. Nous n'étions pas pauvres. Nous étions à notre place, ce que j'appelle la grande classe moyenne provinciale française, celle qui ne fait pas la une des journaux, qui ne défraie pas la chronique, mais qui tient le pays debout depuis des générations. Une maison achetée à crédit 20 ans plus tôt, remboursée depuis. Une vieille Peugeot. 2 semaines en été dans les Landes ou dans le Finistère. Un abonnement au théâtre de Périgueux parce que Josette aimait les titres et que j'avais appris, avec les années, à aimer aussi, ou du moins à aimer la regarder aimer. Le week-end, il y avait le marché. Ah, le marché du mercredi et du samedi place du Coder. Je pourrais en parler pendant 1 heure. Les truffes noires en hiver, posées sur leur petit lit de paille avec la dignité de bijoux, vendus par Monsieur Perrat, un vieux paysan de Saint-Chamassis aux mains comme des racines d'arbres. Les fraises Périgord en mai et juin, d'un rouge qui n'existe pas en supermarché. Les fromages de chèvre de Madame Deschamps, ronds et blancs et encore tiédis du matin. Le foie gras de Noël, rituel absolu, négociation serrée. Josette qui marchandait avec Michel le maraîcher aux grandes mains, et au tablier bleu toujours taché de terre, moi qui lui tenais le panier, en regardant la lumière du matin se poser sur les toits de tuiles roses. Ces moments-là n'ont pas de prix. On ne le sait que lorsqu'ils disparaissent. Permettez-moi de vous parler du cabinet maintenant. Parce que le cabinet, c'était mon autre vie, ma vie professionnelle. Et que tout a commencé, le cabinet Aubert en Villeneuve, géomètre extra associé, était situé rue Taillefer, au premier étage d'un immeuble du 19e siècle au volet bleu. 3 salles de travail, une salle d'attente avec des magazines vieux de 6 mois. Une grande table de conférence en chaîne sur laquelle nous avions pris des milliers de décisions, signé des centaines d'actes, bu une quantité indéfinie de café, 12 employés en comptant les dessinateurs et les secrétaires. Une clientèle fidèle, des particuliers, des notaires, des promoteurs locaux, quelques mairies. Un cabinet modeste à l'échelle nationale, mais solide, respecté dans le milieu, avec une réputation que nous avions construite lentement, patiemment, sur 30 ans des travails sérieux. Et puis il y avait Gérard Villeneuve. Mon associé depuis 19 ans, nous nous étions rencontrés lors d'un congrès de géomètres à Bordeaux, en 1996. Lui venait de Bergerac, jeune cabinet en solo, débordé de travail, à la recherche de quelqu'un avec qui mutualiser les ressources. Moi j'étais à Périgueux depuis 7 ans, avec un cabinet qui tournait bien mais qui manquait d'élan, d'un second souffle. Nous avons déjeuné ensemble le 2e jour. Un table au fond d'une brasserie proche du palais de justice, des entrecôtes et du vin de Bordeaux, et à la fin de ce repas, sans avoir rien signé ni rien formalisé, nous nous étions serré la main, un Périgord, une poignée de main vaut encore quelque chose. Ou du moins, je le croyais. Gérard avait à l'époque 40 ans. Il était grand, bien mis, avec des cheveux châtains qui commençaient à grisonner aux tempes d'une façon qui lui donnait l'air distingué, plutôt que vieux. Il avait le genre de présence physique qui remplit une pièce sans effort, pas en étant bruyant,
pas en gesticulant, simplement en étant là, avec cette façon de regarder les gens en face, de les écouter avec une attention qui semblait absolue. Il avait ce don rare. Il était charmant sans effort. Les clients l'aimaient immédiatement. Les femmes surtout, mais aussi les hommes, ce qui est plus rare et plus révélateur. Il les regardait comme s'ils étaient la seule personne comptée au monde. Il souriait de cette façon qui désarme, les dents légèrement écartées, le regard droit, une légère inclinaison de la tête qui signifiait « je vous écoute, je suis entièrement à vous ». Il posait des questions précises et se souvenait des réponses. Si vous lui parliez de votre chien en janvier, il vous demandait des nouvelles du chien en mars. C'était fascinant à observer. Et pendant 19 ans, je l'avais observé en croyant que c'était simplement sa nature. Qu'il était ainsi, attentif, généreux de son attention, authentiquement intéressé par les gens, ce que je ne savais pas alors, ce que je ne voulais pas voir, parce qu'il est difficile de voir ce que l'on ne cherche pas, c'est que ce sourire était un outil. Comme un couteau bien aiguisé que l'on range toujours proprement dans le tiroir, l'âme vers le bas, et que l'on ressort uniquement quand on en a besoin. Nos familles se fréquentaient. Gérard était marié à Isabelle. Une femme douce, un peu effacée, passionnée de jardinage et de broderie. Ils avaient 3 enfants, 2 fils et une fille. Nous avions fêté ensemble les baptêmes, les communions, les anniversaires ronds. Les Villeneuve venaient dîner chez nous en décembre, nous allions chez eux en été. 20 ans de dimanches partagés, d'apéros dans le jardin, de conversations qui s'étiraient jusqu'à tard dans la nuit avec le vin et les cigares, je le considérais comme un ami. Un ami de travail d'abord, puis simplement une amie. L'un de ceux dont on compte sur les doigts d'une main, quand on est honnête avec soi-même, ceux en qui l'on a une confiance sans condition. Il y avait eu, 2 ans avant cette nuit fatale, un premier moment qui aurait dû m'alerter. Nous déjeunions avec un client important, Monsieur Castagnier, un promoteur immobilier de Brive-la-Gaillarde qui nous confiait ses divisions parcellaires depuis 15 ans. Nous étions au restaurant La Taola, en terrasse, sous les parasols beiges. Il faisait chaud. Les hirondelles passaient bas. Et Gérard avait dit quelque chose d'étrange. Une petite phrase, glissée entre le fromage et le dessert, dans un moment de silence, avec ce sourire qu'il avait quand il voulait paraître décontracté. Bernard est indispensable au cabinet. Pour l'instant, 2 mots, un sourire. Monsieur Castagnier avait levé les sourcils brièvement, puis avait regardé ailleurs. Moi j'avais ri. Je pensais que c'était une plaisanterie, le genre d'humour un peu lourd que les associés se permettent devant les clients, pour montrer qu'ils sont à l'aise ensemble. J'avais regardé le fond de mon verre de Bergerac blanc et j'avais pensé à autre chose. Ce mot, pour l'instant, il a mis 2 ans à me revenir. Et quand il est revenu, c'était dans le bureau de mon avocat, et je tenais dans mes mains un dossier qui prouvait que Gérard avait commencé à planifier mon éviction exactement 6 semaines après ce déjeuner. Exactement 6 semaines, j'avais aussi commencé à avoir des problèmes de dos à l'automne précédent. Des douleurs chroniques, un disque lombaire usé, comme on en a à 60 ans quand on a passé sa vie à arpenter des terrains. 3 semaines d'arrêt en janvier sur recommandation du médecin. 3 semaines pendant lesquelles Gérard avait tenu le rêne seul. 3 semaines pendant lesquelles quelque chose avait changé. Je les sentais à mon retour, une atmosphère légèrement différente. Les secrétaires qui me regardaient avec un sourire un peu trop appliqué. Gérard lui-même, parfaitement normal en surface, attentionné même, comment tu vas, tu as l'air mieux. Mais avec cette distance infinitésimale dans le regard. Ce léger recul, j'avais mis ça sur le compte de la fatigue. Sur le compte de la convalescence qui modifie la perception. Sur le compte de cette mauvaise habitude, qu'ont les gens des 60 ans de se dire que leurs intuitions sont de mauvaises interprétations plutôt que de bonnes informations. Voilà qui j'étais. Un homme de 60 ans, honnête, travailleur, légèrement fatigué, profondément ancré dans sa ville et dans sa vie. Un homme qui croyait que la vie récompense ceux qui font bien leur travail et qui tiennent leurs engagements. Un homme qui pensait que la confiance méritée se gardait, comme l'argent qu'on économise, qu'on ne peut pas vous la prendre si vous l'avez gagné proprement. Un homme, en somme, qui n'avait pas encore appris que la naïveté, à notre âge, peut coûter très cher. Que la loyauté n'est pas une protection. Et que les gens qui sourient le plus facilement sont parfois ceux qui pensent le plus froidement. TROISIMPARTIELATRAHISON. C'était un jeudi soir de novembre, le jeudi 17 novembre pour être précis. Je me souviens de la date parce que j'ai regardé le calendrier le lendemain matin, en me réveillant, comme si avoir un chiffre à fixer allait m'aider à rendre la chose plus réelle. Ou peut-être moins réelle, je ne sais plus. Je me souviens du froid. Pas un froid de tempête, pas ce froid violent et brutal qui arrive parfois en décembre avec le vent du nord. C'était un froid de Périgord d'automne, discret et patient, le genre qui s'installe pendant la journée sans que vous le remarquiez et qui vous surprend quand vous sortez le soir, bien insinué dans les ruelles de pierre, comme s'il avait toujours été là. Un froid qui sentait la feuille morte et l'humidité des caves. Il était 23h45. Josette dormait. J'avais oublié un dossier au cabinet, le dossier Marchetti, une division parcellaire que je devais déposer à la mairie de Périgueux le lendemain matin à la première heure. J'ai hésité. Josette dormait.
Il faisait froid. Mais j'étais géomètre depuis 32 ans. Les délais administratifs, je les respectais avec la régularité d'un métronome. Je me suis levé. J'ai pris mon manteau. Je suis sorti sans bruit. Les rues de Périgueux après minuit ont quelque chose de particulier et que les gens qui n'y ont jamais marché ne peuvent pas vraiment imaginer. Le centre historiquiste en calcaire, ces pierres dorées qui absorbent la lumière du jour et la restituent la nuit d'une façon légèrement lumineuse, presque fantomatique. Les platanes du boulevard Georges Saumande projettent des ombres longues et découpées sur le pavé humide. Les cafés sont fermés, rideaux de fer baissés. On entend ses propres pas sur les pavés. Et on entend aussi le silence. Il y a toujours un bruit lointain, une voiture au bout de la rue, le ruissellement d'une gouttière, le claquement d'un volet mal fermé. J'ai marché 10 minutes pour rejoindre la rue Taillefer. Quand je suis arrivé devant le cabinet, j'ai levé les yeux vers les fenêtres du premier étage. La lumière était allumée, je me suis arrêté sur le trottoir. Gérard. À cette heure-là, ma première pensée a été banale. Il travaillait tard. J'allais lui faire une surprise. Je vais récupérer mon dossier, on va prendre un verre ensemble. Je ne savais pas, je ne pouvais pas savoir, que les 5 minutes suivantes allaient changer le reste de ma vie. Je suis entré dans le hall. L'escalier était dans le noir, la minuterie s'était éteinte. J'ai posé la main sur la rampe en bois et j'ai monté les marches une par une, parce que je connaissais cet escalier par cœur. Chaque marche avait son propre son. La 3e grinçait légèrement, la 7e était plus haute que les autres, la 11e était parfaite. 32 ans d'aller-retour quotidien, j'avais ma clé. J'ai poussé doucement la porte du couloir. Le couloir était dans le noir, mais sous la porte de la salle de conférence, il y avait une bande de lumière jaune, et des voix. 2 voix. Basses. Concentré, je me suis arrêté devant la porte. Ce qui s'est passé ensuite, je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'aurais dû frapper. Mais quelque chose, une intuition, un instinct primitif que je n'avais pas choisi, m'en a empêché. J'ai posé la main sur la poignée et j'ai ouvert la porte. Ce que j'ai vu, je vais vous le dire sans détour, Gérard était assis à l'une des extrémités de la grande table de conférence en chaîne, en face de lui, à l'autre extrémité, notre expert comptable Fabien Leroux. Ils ne m'ont pas entendu entrer. Devant eux, sur la table, il y avait des documents disposés en colonnes soignées. Nos documents. Les comptes annuels du cabinet, les bilans des 5 dernières années, notre acte de société, et entre deux, au centre de la table, une enveloppe Kraft, épaisse, fermée. Puis Gérard a levé les yeux. Il m'a vu. Son visage n'a pas changé d'expression immédiatement. Ce 10e de seconde, ce visage parfaitement neutre, absolument calme, celui d'un homme que rien ne surprend parce qu'il a déjà calculé toutes les éventualités, m'a glacé plus que n'importe quel cri, puis il a souri. Bernard. Quelle surprise. Tu aurais pu appeler. Fabien, lui, avait blêmi. Dans ma vision périphérique, son visage avait perdu de ton. Il regardait ailleurs immédiatement, vers la fenêtre, n'importe où sauf vers moi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? Gérard a rassemblé les documents devant lui avec des gestes lents et précis, comme un notaire qui remet de l'ordre dans ses actes après une signature. Il n'y avait aucune précipitation dans ses gestes, aucune culpabilité visible. Il a posé les mains à plat sur la table et il m'a regardé. Ce calme-là n'était pas la sérénité d'un homme qui a la conscience tranquille. C'était le calme de quelqu'un qui a déjà décidé. Bernard, assieds-toi, il fallait que ça arrive un jour. Je pense que tu le sais quelque part. Le cabinet ne peut plus fonctionner comme il fonctionne. Les équilibres ont changé. Tu es de moins en moins présent depuis tes problèmes de santé, et je te dis ça sans te reprocher quoi que ce soit, c'est un constat objectif. Les clients se remarquent. Certains m'ont directement appelé pour me dire qu'ils préfèrent traiter avec moi maintenant. J'ai trouvé un repreneur sérieux, un cabinet de Bordeaux qui cherche à s'implanter en Périgord. J'ai arrangé le rachat avec Fabien. Ta part sera compensée, évidemment, à sa valeur juste. Il a dit ta part sera compensée comme on dit, le café est servi, avec la même désinvolture, la même naturalité. Comme si ce qu'il annonçait était une formalité raisonnable que tout homme sensé devait accepter sans trop de bruit. Mon cerveau a refusé d'assembler ces mots dans un ordre cohérent. 19 ans de travail commun, de clients partagés, de week-ends sacrifiés, de décisions prises ensemble autour de cette même table en chaîne. Tu as vendu le cabinet? J'ai initié le processus. C'est dans l'intérêt de tout le monde, Bernard, y compris le tien. À ton âge, avec tes problèmes de santé, à mon âge, tu sais ce que je veux dire. Non, dis-moi exactement ce que tu veux dire. Il y a eu un silence, pas long, 3 secondes peut-être. Mais ces 3 secondes avaient un poids particulier. Je veux dire qu'il y a des moments dans une vie professionnelle où l'on doit savoir passer la main. Je me suis assis. Mes jambes ne me portaient plus. Fabien a toussé une fois. Puis il a ramassé sa texte posée sur le dossier de sa chaise, il l'a enfilé méthodiquement, un bras, puis l'autre, et il est sorti sans un mot, sans me regarder. Ce dos qui disparaissait dans le couloir obscur, je l'ai regardé partir et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. Pas de la colère contre lui. Pas encore, quelque chose de plus triste. Une sorte de deuil supplémentaire, parce que Fabien Leroux était le parrain de ma fille Mathilde. Il avait tenu ma fille dans ses bras le jour de son baptême, il y a 32 ans.
Il avait dansé à son mariage avec Florent, il y a 4 ans. Il était venu à l'enterrement de mon père. Il connaissait ma famille depuis 20 ans avec une intimité qui dépasse le professionnel. Et il avait choisi de participer à cette chose. Et de partir sans me regarder en face, je suis resté seul en face de Gérard. J'ai demandé depuis quand? Plusieurs mois, a-t-il dit, simplement. Sans honte visible. Tu aurais pu m'en parler, tu n'aurais pas compris, cette phrase. Tu n'aurais pas compris. Il n'y a pas de violence physique dans ces 4 mots. Mais ils m'ont fait l'effet d'une gifle, la pire sorte, celle qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui fait sonner les oreilles longtemps. Parce qu'il contenait quelque chose au-delà de la trahison commerciale. Il contenait du mépris, puis il a ajouté quelque chose que je n'ai jamais répété à personne jusqu'à ce soir, il a dit, à notre âge, Bernard, il faut savoir laisser la place. À notre âge. Comme si être 60 ans signifiait quelque chose de négatif. Comme si l'âge était une maladie dont on connaît l'issue et qu'il n'est que raisonnable d'anticiper, il m'avait 60 jours pour libérer mon bureau. Le repreneur voulait prendre possession au 1er janvier, je n'ai rien répondu. Je me suis levé. J'ai pris mon manteau. Je suis sorti. J'ai descendu l'escalier, la 3e marche, la 7e, la 11e. Et je suis sorti dans le froid de novembre, j'avais oublié le dossier marcheté, je suis rentré à pied. Rue de la Cité, boulevard Montaigne, avenue du Maréchal Foch, 20 minutes de marche dans la nuit. Un charou m'a regardé passer depuis le rebord d'une fenêtre. Avec cette indifférence absolue des chats qui vous fait parfois du bien. Et mes mains qui tremblaient dans mes poches, non pas de colère, pas encore. Cette sensation quand la réalité s'effondre sous vos pieds, et que vous réalisez que le sol sur lequel vous marchiez depuis 20 ans, n'était peut-être jamais aussi solide que vous le croyiez. Josette dormait quand je suis rentré. Sa respiration régulière dans l'obscurité de la chambre. Je me suis assis dans la cuisine, dans le noir. J'ai regardé la silhouette de la vieille gazinière dans la lumière du réverbère. Et je n'ai rien dit à personne. Pas cette nuit-là, ce que je ne savais pas alors, ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est que cette nuit de novembre n'était pas la fin. C'était le début, un pas après l'autre. Les yeux ouverts, en retenant son souffle, le lendemain matin, j'ai attendu que Josette soit réveillée, que le café soit chaud, que nous soyons tous les deux assis à la table de la cuisine avec nos tasses et les silences confortables du matin. Puis je lui ai tout dit. Elle m'a écouté sans m'interrompre une seule fois. C'est une qualité rare, cette capacité d'écoute. Sans commenter, sans placer ses propres émotions en premier plan. Josette a toujours su écouter. C'était l'une des premières choses que j'avais aimées chez elle. 38 ans plus tôt, quand j'ai eu fini, elle a pleuré. Pas beaucoup. Quelques larmes qu'elle n'a pas s'essuyer immédiatement, elle les a laissées couler, et j'ai compris que c'était une façon de me dire je ressens ça avec toi, pas pour toi. Il y a une différence. La compassion réelle ressemble à ça, puis elle a posé sa main sur la mienne. Sur la table. Et elle n'a rien dit pendant 2 longues minutes. Ce silence de Josette, cette main posée sur la mienne sans un mot pendant 5 minutes entières, c'est la chose la plus aimante qu'elle pouvait faire. Plus aimante que n'importe quel conseil. Juste sa main sur la mienne et le café qui refroidissait, j'ai appelé Mathilde dans la semaine. Elle a voulu appeler un avocat immédiatement, ma fille a ce tempérament-là, direct, combatif, qui va droit au but. Papa, il faut agir vite, ne laisse pas passer ça. J'ai dit non, pas encore, je suis allé au cabinet pour vider mon bureau, un lundi matin de la semaine suivante. Gérard n'était pas là, il avait eu ce qu'il faut bien appeler la délicatesse s'absenter ce jour-là. Ou peut-être était-ce de la lâcheté, habillé en délicatesse, les deux ne sont pas toujours faciles à distinguer. Les secrétaires me regardaient avec des yeux où je lisais un mélange de pitié et d'embarras. Certaines savaient déjà, visiblement. Elles m'ont dit bonjour d'une voix un peu trop douce. J'ai répondu bonjour d'une voix normale. Je ne voulais pas de leur pitié, j'ai rempli 2 cartons. 2 cartons de supermarché que j'avais apportés de la maison. J'y ai mis mes affaires personnelles. Quelques livres techniques, un agenda vieux de 2 ans, une photo encadrée de Josette et moi à Biarritz, un carnet des notes manuscrites, un coupe-papier en bois que mon père m'avait offert à ma première installation professionnelle. Il y a quelque chose de singulièrement humiliant à porter ses propres affaires hors d'un endroit que l'on a contribué à construire. Comme si 32 ans de travail pouvaient tenir dans 2 cartons de supermarché qu'on porte sous les bras jusqu'à la voiture garée en double fil. Je n'ai rien dit à personne de ce que je pensais vraiment. J'attendais. J'observais. Et j'apprenais à être patient d'une façon que je n'avais jamais vraiment apprise auparavant, mais je n'étais pas passif. La nuit quand Josette dormait et que la maison était silencieuse, je m'installais au bureau avec mon ordinateur et mes classeurs. Je relisais les statuts du cabinet. Je retrouvais nos conventions initiales, les avenants successifs, les procès-verbaux d'assemblée générale. Et je cherchais les failles. Et c'est alors que j'ai trouvé quelque chose. Une chose petite. Presque invisible. Un courriel archivé automatiquement dans le dossier de l'adresse générale du cabinet, celle que je gérais seul depuis des années. Un courriel de Fabien Leroux, envoyé à l'adresse personnelle de Gérard, et mis par erreur en copie de l'adresse générale, de ligne sèche, daté de 8 mois avant cette nuit de novembre, à 9h42 du matin un mercredi.
B. C'était moi. J'ai relu ce courriel 4 fois. B. Ne doit pas être informé avant signature 8 mois. Ils avaient commencé à préparer ça 8 mois avant cette nuit de novembre. Pendant que je travaillais, pendant que je faisais confiance, pendant que je déjeunais avec Gérard, que je lui passais des dossiers, que nous prenions des décisions ensemble autour de la grande table en chêne, lui savait déjà, lui planifiait déjà. En silence, avec la méthode de ceux qui ont du temps et de la patience pour construire quelque chose qui doit tenir. Vous, êtes-vous déjà demandé jusqu'où un être humain peut aller quand on lui enlève tout? Quand on l'efface d'une vie qu'il a construite, quand on le traite comme une variable gênante dans une équation financière, quand on le réduit à un B, dans un courriel secret? J'ai trouvé la réponse. On va au bout, j'ai contacté Maître Isabelle Chesnay, avocate spécialisée en droit des sociétés cabinet à Bordeaux. Pas à Périgueux. La discrétion l'exigeait. J'ai pris rendez-vous pour un jeudi après-midi. Le bureau de Maître Chesnay était au 3e étage d'un immeuble de la rue Vital-Carle, non loin de la cathédrale Saint-André. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, lunettes rondes, une façon de vous regarder qui vous donnait l'impression qu'elle avait déjà entendu toutes les histoires du monde, et qu'aucune ne la surprenait, mais qu'elle restait capable de les écouter avec attention. Je lui ai apporté le courriel imprimé. Les statuts, les procès-verbaux, les conventions, les relevés de compte que j'avais conservés depuis des années dans le classeur beige rangé derrière le bureau de la maison, car j'avais ce réflexe des géomètres, cette habitude de tout conserver, tout classer, tout dater. Une habitude qui allait s'avérer, dans les mois à venir, d'une valeur inestimable. Elle a pris le temps de tout lire. Sans me regarder, sans poser de questions, en prenant quelques notes dans un carnet. Puis elle a ôté ses lunettes et elle m'a regardé. Monsieur Aubert, ce que vous avez ici, c'est une procédure d'exclusion frauduleuse caractérisée. Avec abus de confiance aggravé, le courriel établit la préméditation, ce qui est déterminant. Ils ont par ailleurs commis une erreur procédurale majeure, selon vos statuts, toute cession nécessite l'accord exprès des deux associés. Et ils vous ont laissé la preuve par courriel. Elle a marqué une pause. Ils auraient dû effacer cet email. Ou ne jamais l'écrire. Mais les gens qui se croient en position de force négligent parfois les détails. C'est une erreur classique. Je me souviens de la lumière de cet après-midi dans son bureau. Une lumière dorée de fin d'automne. Je me souviens que j'avais les mains calmes, posées sur mes genoux, les deux paumes à plat. Plus de tremblement. Plus d'agitation intérieure, juste une clarté froide et nette. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai demandé. Elle a souri, le sourire mesuré d'une professionnelle qui sait qu'elle a un bon dossier. On prépare l'assignation. On laisse le temps à l'instruction d'avancer. Et on attend le bon moment. C'était exactement ce que je voulais entendre. Je suis rentré à Périgueux dans le soir tombant, sur l'autoroute A89, avec les lumières des voitures qui allaient en sens inverse. J'ai allumé la radio, France Musique, un quatuor de Schubert. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré normalement. Il y avait encore quelque chose que je ne sais pas. Quelque chose que Gérard avait fait, en dehors du cabinet, en dehors de nos accords, une affaire parallèle montée dans l'ombre, qui allait, dans les mois à venir, lui exploser entre les mains de façon que ni lui, ni moi, ni personne n'aurait pu prévoir. C'est là qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie. Et il ne le savait pas encore, elle est venue comme une marée. Lente, méthodique, invisible au début, d'abord lentement. Puis tout à la fois Maître Chesnay a déposé l'assignation en mars. Abus de confiance aggravé, manœuvre frauduleuse. Exclusion irrégulière d'un associé. Le tribunal de commerce de Périgueux. Le même Périgueux où Gérard avait ses habitudes, ses samis, ses déjeuners du vendredi. Le lendemain du dépôt, je marchais sur la place du marché, c'était un samedi matin, Josette choisissait ses tomates. Quand j'ai croisé Maître Dufresne, notre notaire commun, un homme que je connaissais depuis 20 ans, avec qui j'avais collaboré sur des dizaines de dossiers, il m'a vu depuis l'autre côté de l'allée. Il a trébuché, littéralement, pas beaucoup, un accroc, une légère perte d'équilibre qu'il a rattrapé immédiatement. Mais je l'avais vu. Et lui savait que je l'avais vu. Bernard, Sa phrase, moi non plus, j'ai souri. J'ai dit bonjour. Je suis passé, c'était le premier signe. Puis vint le deuxième. En avril, la nouvelle s'est répandue dans les milieux professionnels locaux. Gérard avait monté, en parallèle à notre cabinet, une société immobilière dans le Lot, avec des fonds dont l'origine commençait à poser question. Une vente de terrain à un promoteur ami, sous-évalué de manière suspecte, avortée dans des conditions opaques. Le fisc avait été alerté. Une source anonyme avait communiqué des documents à la direction régionale des finances publiques. Je ne dirais pas si j'étais cette source. Je dirais juste que les dossiers que l'on conservait depuis 20 ans finissent parfois par trouver leur destination naturelle. En mai, la société immobilière de Gérard a été placée sous enquête préliminaire. Ses comptes bancaires personnels ont été gelés à titre conservatoire. Le repreneur du cabinet, apprenant que l'associé vendeur était sous enquête, a suspendu l'opération. Le cabinet s'est retrouvé dans un vide juridique et financier que personne n'avait anticipé. C'est là qu'il a fait la plus grande erreur de vie. Et il ne le savait pas, il m'a appelé. Gérard Villeneuve m'a appelé, en juin, un matin à 7 heures.
Sa voix n'avait plus rien du calme de novembre. Elle tremblait légèrement, pas beaucoup mais assez pour que je l'entende. « Bernard, on peut se parler ? Il y a peut-être moyen de trouver un arrangement. » « Un arrangement. Je me suis souvenu de ta part sera compensé. De tu n'aurais pas compris. De à notre âge, Bernard, il faut savoir laisser la place, j'ai dit. Maître Chesney gère tout. Adressez-vous à elle et j'ai raccroché. Ce fut la conversation la plus courte et la plus puissante de ma vie. L'audience au tribunal de commerce eut lieu en septembre. Je suis arrivé avec Josette et Mathilde. Gérard était seul. Son épouse, apprit-on plus tard, avait demandé la séparation en juillet. Fabien Leroux n'était pas là, il avait présenté sa démission de toutes ses fonctions au printemps, avant même que l'affaire éclate véritablement. Les gens qui vous regardent dans les yeux quand tout va bien disparaissent souvent quand les choses se compliquent. Ce n'est pas nouveau. Mais le voir, le vivre, cela reste une leçon. L'audience a duré 2h20. Quand Maître Chesney a posé sur la table du juge l'imprimé du courriel. 2 lignes, daté, signé, B ne doit pas être informé avant signature. L'avocat de Gérard a contesté l'authenticité du document. Maître Chesney avait produit les entêtes de serveur, les métadonnées, la trace informatique complète. Le courriel était authentique. Il n'y avait rien à contester. Gérard regardait devant lui avec une expression qui n'était plus du tout ce calme de novembre. C'était autre chose. Une immobilité qui ressemblait à l'immobilité d'un homme qui comprend, au moment précis où cela se passe, qu'il a perdu. Le tribunal a reconnu l'exclusion frauduleuse. Le préjudice a été évalué à hauteur de la valeur réelle de ma part dans le cabinet, une somme significative, assortie d'intérêts légaux. Gérard était condamné à rembourser dans un délai de 18 mois sous peine de saisie. En outre, la procédure de cession a été déclarée nulle et non avenue. Parallèlement, l'enquête fiscale s'est soldée par un redressement conséquent. La société immobilière du Lot a été liquidée. La belle maison de Gérard à Chancelade. Cette maison que je connaissais depuis 20 ans, où j'avais dîné 100 fois, a été mise en vente aux enchères. J'ai appris cette dernière nouvelle un dimanche matin, par un voisin croisé au marché. Je tenais le panier de Josette. Elle choisissait des fraises. J'ai dit simplement « Ah !» Et nous avons continué. Voilà la vérité que j'ai apprise dans cette ville où personne ne dormait vraiment après minuit. Les secrets ne restent jamais enterrés éternellement. Ils remontent. Toujours. Pas nécessairement vite. Pas nécessairement de la façon qu'on espère. Mais ils remontent. Vous parle aujourd'hui depuis mon bureau à la maison, pas le bureau du cabinet. Mon bureau à moi, la pièce au bout du couloir où Josette a mis des livres que je ne lirai jamais et une plante que j'arrose chaque semaine parce qu'elle me demande de le faire. J'ai repris une activité d'expertise en indépendant, moins de clients, moins de revenus. Mais chaque signature est la mienne, chaque décision aussi. Et le matin, quand je fais chauffer l'eau du café sur la vieille gazinière, oui, elle est toujours là. Je n'ai plus la sensation de marcher sur un sol incertain. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que tout va parfaitement. Il y a quelque chose que cette histoire m'a pris et que je n'aurai jamais retrouvé. Passe l'argent. L'argent est revenu, en grande partie. Pas la réputation, elle aussi s'est rétablie. Ce que j'ai perdu, C'est une façon d'être au monde. Cette naïveté tranquille qui me permettait de serrer une main et de croire que c'était un pacte. Je ne la retrouverai plus. Et certains jours, cette perte-là me pèse. Mais j'ai appris quelque chose d'autre, que je n'aurais jamais appris autrement. J'ai appris que la dignité ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de choisir comment on se relève. Sans crier, sans se salir. En portant sa vérité avec soin, comme on porte quelque chose de précieux. J'ai appris aussi quelque chose sur la solitude. Dans ces mois de silence, ces mois où je travaillais seul la nuit sur mes classeurs, où je faisais mes courses en souriant aux gens, sans leur dire ce qui se passait dans ma tête, j'ai compris que la solitude n'est pas toujours un manque. Parfois, c'est un espace nécessaire pour entendre sa propre voix, pour comprendre ce que l'on veut vraiment, pour séparer ce qui vient des autres de ce qui vient de soi. Je pense parfois à Gérard. Pas souvent, mais parfois. Je ne sais pas exactement ce qu'il est devenu. Je ne l'ai pas cherché à savoir. La curiosité serait une façon de lui accorder encore une importance qu'il ne mérite plus. Il appartient à une page de ma vie que j'ai tournée. Pas arrachée, tournée. Parce que ces 19 ans ont aussi existé. Parce que nous avons aussi ri, aussi travaillé, aussi construit en embête choses qui ont eu de la valeur. La vérité complexe, et c'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter, c'est que les gens qui nous trahissent ne sont pas que des monstres. Ils sont aussi, avant que la trahison, des êtres humains avec qui l'on a partagé des choses réelles. Cette complexité-là on doit la porter aussi. Parce que la nier serait falsifier l'histoire. Et je n'ai plus envie de falsifier quoi que ce soit. Ceux qui me restent de tout ça, Josette, Rémi, Mathilde, la petite Lucie, qui a maintenant 3 ans et qui dit papy avec cette façon de prononcer les consonnes qui me fait rire à chaque fois. Le marché du samedi. Les truffes en décembre. La gazinière. Le temps prend beaucoup de choses, mais il rend aussi, pas toujours ce que l'on a perdu, mais souvent quelque chose de meilleur. Ou du moins, quelque chose de plus vrai, si vous êtes vous-même dans une telle situation en ce moment, trahi, écarté, humilié par quelqu'un en qui vous aviez une confiance que vous pensiez mériter. Je vous dis ceci, de toute mon honnêteté,
avec tout ce que j'ai vécu. Ne précipitez rien, documentez tout, choisissez vos alliés avec soin, ils sont rares, mais ils existent. Gardez votre dignité comme le bien le plus précieux que vous possédez. Parce que c'est le seul bien qu'on ne peut pas vous prendre si vous ne le laissez pas aller. Et sachez que le destin a une longue mémoire. Plus longue que la leur. Si cette histoire a touché quelque chose en vous ce soir, laissez un commentaire, racontez-moi votre histoire si vous le souhaitez. Parce que ces mots, quand ils circulent, font quelque chose. Ils disent à quelqu'un qui les lit, tu n'es pas seul. Et si quelqu'un dans votre entourage traverse une trahison en ce moment, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois entendre que quelqu'un d'autre a traversé la même eau et en est sorti vivant, c'est déjà le début du chemin. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci de m'avoir écouté, bonne nuit, où que vous soyez.